Éric Balou, bonjour. Bonjour Jean-Claude, ça va? Très bien, vous, merci d'être invité cette semaine de Dimanche Politique. Oui. Merci, 2015. 4 ans après, on se rejoint. On ne va pas parler du livre, on ne va pas parler de toute cette affaire-là. Merci aussi pour votre collaboration il y a quelques années de cela avec Letter from Paris. C'est un plaisir pour moi. Oui. Vous êtes à Maurice, alors qu'est-ce que vous êtes venu faire à Maurice? Vous venez tâter un peu le pouls, ou bien vous vous êtes déconnecté un peu des gilets jaunes qui font la fête depuis quelques mois à Paris et qui met la France en branle, on peut dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Les gilets jaunes, comme vous le savez, est un remous extraordinaire, hein. Donc, sur le plan politique, institutionnel, donc ça chamboule absolument tout. Et je pense que le président Macron a fait un petit peu exprès à provoquer les choses, hein, sans peut-être faire exprès non plus, hein, je ne m'avance pas trop non plus. Mais toujours est-il que ce revirement populaire, parce que là c'est un revirement populaire, les gens sont descendus dans la rue, dans un premier temps manifester et puis ensuite casser, et on connaît un peu les résultats aujourd'hui, malheureusement avec des morts. Et il y a eu quand même une provocation, et cela dû à une immaturité politique de la part du président Macron. Dommage. Ouais. Quand on voit ce moment-là, il n'y a pas de tête. Il y a quelques personnages qu'on voit un peu sur les chaînes télévisées. Oui. On parle de BFM TV, enfin, je ne vais pas faire la liste là ici. Oui. Ce sont des personnages, mais quand on voit entre leur phrasé et ce qui se passe à Paris le samedi après-midi, les voitures qui brûlent, ça casse de partout. C'est comme si c'est un mouvement qui n'a pas de contrôle, ou un mouvement infiltré, où il y a deux genres de bagarres. Oui. Oui, mais non, je pense que, comme la Révolution française, faisons un peu d'histoire. La Révolution française, on connaît un peu, hein, il y a eu les Robespierre, il y a eu les Danton, etc. Ils se sont entrecoupés la tête, et puis les choses se sont décantées, et voilà. Donc ici, pareil, je pense que les Gilets jaunes, c'est plus qu'une manifestation, plus qu'un mécontentement. C'est une mini-révolution. Je ne sais pas à quoi ça va aboutir, mais oui. Est-ce que on pourrait parler, disons, au niveau des États-Unis, j'aime cet exemple, c'est le white working class qui s'est mis un peu au devant, dire non, parce que Gilets jaunes, c'était aussi près de chez nous, à l'île de la Réunion, mais en 3 semaines, ça s'est calmé, il y a eu des solutions présentées. Alors, pourquoi en France, ça n'arrive pas tous les samedis, il y a un mouvement? C'est comme si la pression est presque perpétuelle. Tout à fait, tout à fait. Donc on a eu l'acte 1, 2, 3, 4, je crois qu'on est arrivé à 12, 11. Et c'est quand même sérieux. Et il faut que les pouvoirs publics en tiennent compte. Parce que là, on est quand même à 13 actes, 13e acte. Et je ne sais pas à quoi ça va aboutir. Sincèrement, je ne sais pas. Je sais que les actions se sont passées quand vous étiez à Moscou, quand vous regardez ça sur la télévision, vous voyez, c'est en train de décliner, mais il y a certaines satisfactions qui se font, que certaines factions, certaines personnes ont leur désir accompli, retrouvé avec le président Macron, qui cette semaine-ci était dans une série de rencontres avec les maires de France. Oui, je pense que le président essaie de, disons, décanter les choses, hein. Donc en réunissant les maires, etc. C'est pas ça. La population, la masse s'est sentie trahie, parce que dans un premier temps, c'est ça l'immaturité politique que je constate. Dans un premier temps, il a dit voilà, donc je vais alléger les milliardaires de quelques 5 milliards, en leur filant plutôt, en leur donnant quelques 5 milliards, et puis d'un autre côté, taxer les pauvres retraités, la classe travailleuse, la classe des travailleurs, etc. Non, je pense que c'est pas la bonne solution. Est-ce que je peux m'aventurer pour dire que le peuple français s'est trompé lors de la présidentielle? On a l'impression que c'était beau, c'était joli, c'était le renouveau, la marche, les jeunes, mais là on trouve que jeunesse et ça cale pas avec la politique. En fait, la politique à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que le président Macron, c'est le jeune homme, moins de 40 ans, qui a passé le cap de la présidence, etc. Donc avec éclat, brillance, etc. C'est vrai qu'il est quelqu'un de brillant, hein, faut le reconnaître. Parce que si on n'est pas brillant, on ne peut pas arriver à ce niveau-là. Donc il a été aidé dans son temps, mais lui-même,
Il faut regarder la personne en elle-même. Et il est quelqu'un de brillant, donc énarque, etc., Sciences Po, etc. Donc le cheminement que l'on connaît, français. Mais il a peut-être été mal entouré avec Benalla, par exemple. Qui fait la une de l'actualité, Mediapart aussi, c'est moi que vous suivez. Ils ont sorti un dossier d'un enregistrement qui fait polémique en France. Oui, donc ça a été des maladresses, je pense, des maladresses extraordinaires. Donc Benalla n'avait rien à voir là-dedans, dans le cheminement de Macron. Il aurait dû écarter ces gens-là. Donc savoir, parce que lorsqu'on a le pouvoir politique, on a quoi? On n'est pas devenu prince, hein, on n'est pas prince, on est serviteur de l'État. On est serviteurs du peuple. C'est ça que les gens devraient comprendre. Je pense même à Maurice. Donc on devrait recentrer les politiciens. La politique, c'est quoi? La politique, c'est service. Rendre service, c'est pas se servir, mais rendre service. Moi, je suis un petit peu gêné quand je vois les BMW avec les ministres qui vont comme des princes suivre BMW, c'est un peu revenir sur ils roulent en Jaguar. En Jaguar. Je trouve ça un petit peu indécent. Hein, indécent de la part des gens. Non, mais c'est le gouvernement, c'est le gouvernement qui le donne ça. Bon, bien sûr. Tu veux une voiture, ben le voilà. Le gouvernement, c'est qui? Voilà, le gouvernement, c'est qui? C'est le peuple. C'est le peuple. Voilà. Donc le peuple a délégué son pouvoir à ses représentants, et ministres, premiers ministres, etc., qu'importe les représentants. Et les représentants, ils se comportent comme des pachas, comme des princes, c'est indécent, c'est indécent. Moi, j'aurais voulu voir, par exemple, le MMM de 69. Donc, c'est impossible, c'est impossible à du jour. Oui, c'est vrai, c'est presque impossible. Mais toujours est-il que j'aurais voulu voir ça 50 ans après, à la naissance du MMM, pour voir ses leaders, Charles de Colta, en train de marcher, voir les gens du peuple. Mais les leaders sont bien vieillis, je veux vous dire, ils bougent peu, oui. C'est l'âge. Oui. Après, maintenant, il y a tellement de pression maintenant aussi sur eux. Oui. Maintenant, la pression de 60... je pense que même du 69, ils avaient vécu ça pour d'autres raisons. Il y avait un engouement, maintenant cet engouement n'est pas là. Parce que... oui. La faute à qui? La faute à qui, Jean-Claude? La faute à ces mêmes leaders. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans un engrenage et dans lequel ils n'ont pas pu s'extirper. Donc maintenant, ils sont aujourd'hui embourgeoisés. Donc c'est plus les leaders du peuple, etc., qui faisaient l'admiration du peuple. On voit bien l'élection de Lévi Rassoumi en 70, 71. Donc tout ça, c'est du passé malheureusement. Pourquoi? Et moi je pense que cette date symbolique de 69, pour revenir sur le MMM, peut-être pour en terminer, à moins que vous me posiez d'autres questions sur le MMM, c'est de créer le buzz, on va dire, utiliser un mot moderne, de faire ce retour historique. C'est-à-dire que le MMM a la capacité de faire ce retour historique, à la capacité, je pense, symbolique. J'aimerais bien être d'accord, mais quand un jeune qui a 20 ans, 22 ans, 23 ans, disons un millénial, il a 18 ans, il est né en 2000, il ne connaît que Jack Nat, il ne connaît que Ramboula. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Béranger? Béranger devra faire des films sur lui. Pourquoi pas? Et pour parler de l'histoire du MMM, c'est tellement difficile. Moi, je suis à la disposition de Béranger. Si je veux faire des écrits sur le MMM, je pourrais écrire sur le MMM. Il y a tant de choses à dire. Pourquoi Eric Badu ne s'aventure pas? J'ai déjà écrit sur le MMM, le Paul Béranger de 69, etc. J'ai déjà écrit, et de manière positive, hein, pas pour le décrier, etc. Parce que si Béranger était aussi, faible que ça, était un leader aussi inutile, insignifiant, il ne serait pas là 50 ans après. Il faut le rendre hommage. Il faut dire que Béranger est quelqu'un de capable. Il est capable. Malheureusement, il a pris quelques décisions qui sont mauvaises décisions, et ça a donné ce qu'il a donné. C'est-à-dire aujourd'hui, il est assistant alors qu'il aurait pu être lui-même un chef. Pourquoi vous dites qu'il est assistant d'eux? Assistant d'eux, tous les jeunes dont vous citiez tout à l'heure, les 20 ans, ils ne connaissent que Béranger, assistant de Jack Nat, on-off, remake, etc. Ils ne connaissent que Béranger avec Navin Ramboula en 2014. Ils ne connaissent que Béranger peut-être en train de négocier alors qu'il a dit mon poil tout seul. Donc tout ça démontre qu'il peut casser cette image. Moi, s'il me demande demain, Eric Balou, est-ce que tu peux m'aider à refaire son image? À refaire mon image, volontiers.
Parce que c'est quelqu'un... Qu'est-ce qu'il faut changer? Allez, on parle du leader du LM. Qu'est-ce qu'il faut changer chez Béranger? Béranger? Oui, ça va faire plaisir. Donc Béranger, il faudrait d'abord, moi en tant que, je dirais, communicant, très modestement, je dirais que Béranger doit cesser ce double langage. Ce double langage qui est devenu... Pourquoi vous avez sourire? Ben oui. Parce que moi, je suis en conférence de presse, il me dit, on va tout seul, je vais tout seul. Ben oui, en 2014, il avait dit ça à Ambrose, on sait bien. Je sais, on sait ce que ça a donné. Hein, 2014. Je n'ai pas la mémoire courte, moi. Hein. Donc, Jean-Claude, à moins que vous le doutiez, mais non, doutiez, non. Non. Mais simplement, je pense que Béranger a beaucoup de qualités. Et c'est quelqu'un qui peut absolument beaucoup apporter au pays. Et absolument, hein. Donc c'est peut-être l'un des plus compétents pour être. Sûrement que vous êtes au courant, Jean-Claude Destac a retiré un livre l'année dernière, c'est sorti au mois de décembre. Peut-être vous y êtes là, mais peut-être pas encore arrivé. Oui. Mais les frères ennemis, on parle que Jacques Père est un pouvoiriste, alors que Paul Béranger c'est un conquérant du pouvoir. Vous êtes d'accord avec un conquérant? Un conquérant du pouvoir. Disons, conquérir le pouvoir est plus fantasmique et plus jouissif pour lui qu'être dans le pouvoir, parce que quand il est dans le pouvoir, il n'a pas trop de tenue. Hein, c'est vrai. Oui. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Oui, mais tous les politiciens sont des pouvoiristes. Parce que le pouvoir, c'est une jouissance, hein, une jouissance. Et il faut le reconnaître. Être fort, pouvoir donner des ordres, de pouvoir diriger, de pouvoir décider d'une direction, d'un pays ou d'un peuple, pour un peuple, etc. Donc c'est jouissif. Donc quelque part, il ne faut pas être hypocrite, il faut dire. Mais simplement, il faut rester modeste. Il faut dire, voilà, j'ai le pouvoir, je l'ai où ce pouvoir? Qui me l'a donné? C'est le peuple. Donc maintenant, je ne fais pas n'importe quoi avec. Je ne dis pas un jour oui et demain je dis non. Je ne dis pas un jour je vais aller seul et demain je fais tout l'inverse. Vous voyez ça, hein? Non, je vois ça de manière objective. Hein. Donc, vous voyez une alliance quelque part? Oui, bien sûr. Regardez, par exemple, du PMSD. Donc, j'allais poser la question, qu'est-ce qu'il faut changer le PMSD, ça sent un petit peu le PMSD dans les environs ici, à Fécanflac. Mais toujours est-il que le PMSD, il y a le jeune, là, comment il s'appelle? On l'appelait Tilléroy, Adrien. Tilléroy, pourquoi? Parce qu'il est... il ressemble beaucoup à son grand-père. Il ressemble à son grand-père, et on peut ressembler à n'importe qui. Moi, je ressemble à Néro, mais là, je vais me prendre pour un petit Néro. Mais non, il faut arrêter. C'est ridicule. Vous avez rencontré Adrien, vous avez parlé, oui, vous avez parlé. Vous qui avez rencontré Joe, le petit-fils de Joe, c'est Joe. Parce qu'on dit qu'il a le même phrasé, il a les mêmes lèvres, il a presque les mêmes mimiques, mais pas les mauvaises habitudes. Je ne connais pas les mauvaises habitudes de Joe, mais parce que je ne l'ai pas fréquenté dans ce sens-là. Mais toujours est-il qu'Adrien, c'est un garçon sérieux, il parle très bien, et je crois qu'il a une bonne formation juridique, il est avocat, et c'est quelqu'un, bon, je ne le connais pas bien, hein, parce que je discutais peut-être avec lui une demi-heure. Une demi-heure, c'est beaucoup. Il y a toujours le first impression. Un first impression. C'est la première impression qui compte beaucoup. Vous êtes communicant, c'est la première impression que vous avez de quelqu'un qui va compter que 4 meetings, je ne sais pas comment on fait ça en France, des congrès dans des grandes salles, des universités, des villes, machin, tout ça. Non, mais je pense qu'Adrien, c'est un très bon communicant aussi, donc c'est quelqu'un de sérieux, mais ça lui est peut-être, parce qu'il est jeune aussi, hein, c'est un jeune garçon, un jeune homme, et comparé à son grand-père, je le connais un peu mieux, hein, je l'ai toujours connu son grand-père, hein, depuis ma naissance. Il a fait le discours de mes parents à leur mariage, et puis je l'ai connu après dans d'autres situations, dans les meetings, etc., etc. Donc Gaëtan Duval, c'était quelqu'un d'exubérant, d'extravagant, etc., c'est vrai. Mais je ne connais pas Adrien de ce sens-là. Peut-être qu'il va essayer de donner quelques images de cela en imitant un petit peu son grand-père, ça peut aider. Hein. Donc on voit un peu Kim Il-sung, le fils de Kim Il-jong, je sais pas comment, un Kim là, qui imite son grand-père, porte le même chapeau par exemple. Donc ça pourrait se faire. Donc Xavier, je ne pense pas qu'il puisse faire ça. Xavier, c'est un autre style, différent, très différent.
Au départ, quand son papa était là, il était un petit peu coincé parce que avoir un père comme ça à son côté, c'est pas facile. Donc quand il est mort, donc il est devenu lui-même. Il a eu un prénom. Donc, là, ce que tu me dis, donc il y a un PMSD Joe et un PMSD Xavier. Définitivement. Faisons mais quand on regarde un peu les personnalités qui tournent autour, Maman d'abord que c'était un proche de Xavier et de Joe. Baron est toujours là dans le parti. Il y a Azad Jouman, il y a les Pamplos, Maître Pamplos, ils sont toujours là. Il y a Jean-Just qui est toujours là. Il n'y a pas de fracture là. C'est comme si Xavier Luc a pris, j'aime pas le mot basco, mais il a pris la basco bleue. Et bien sûr, je pense que Xavier Luc, et je pourrais le dire en face, donc, les yeux dans les yeux, c'est un opportuniste, comme beaucoup de politiciens. Opportuniste, c'est pas un méchant mot, un gros mot. Donc c'est un opportuniste. Il a vu à la mort de son papa qu'il y avait tout cet héritage là, sur lequel il crachait un petit peu. Donc, et le nom, et le PMSD, tout ça. Donc d'ailleurs, il a écrit le PMXD, pour rappel, pour les jeunes qui ont moins de 20 ans. Donc tout ça. Et après, d'un seul coup, à la mort de son papa, il est revenu, il a réinvesti tout. Tout a réinvesti, il a tout repris. Et les barons et tout le monde. C'est un peu le remake du Pote Tavaïs. Il a fait le remake du Pote Tavaïs quand celui où Sador Ramboulam est mort, il y a eu la petite phase Boulel, après tout le monde est parti chez Navin Ramboulam pour dire bon, mettre la main du parti. Le PMSD c'est presque la même chose, à part l'épisode Bataille Coq, entre le PMXD et le PMSD de Maurice Allette. Bon, ceux qui veulent aller fouiller un peu pour savoir de quoi on parle, parce qu'on va passer 4 temps à en parler. Non. Mais de l'autre côté aussi, même il y a Johanna, Béranger. Est-ce qu'on s'attend à que ce style que vous n'aimez pas, dynastique, se fasse? Oui, oui, c'est vrai. Donc Béranger, pour revenir sur lui, et les Duval, et les Jarnat aussi, il faut qu'il y ait Jarnat. Donc ce sont des gens qui vous disent devant non, on ne va pas faire ça, nous on n'est pas dedans. Mais qui font exactement la même chose. Navin Ramboulam, par exemple, moi, si j'étais à sa place, je ne suis pas à sa place. Et Dieu merci, je ne suis pas à sa place. Je suis à la place dans laquelle je suis. Un fils d'eux. Un fils d'eux aussi. Mais bon, moi, j'assume entièrement. Mais pour revenir sur Ramboulam, ou les autres, donc ce sont des gens qui vous disent non, on n'est pas dedans, mais ils sont en plein dedans. Donc c'est ça le problème, c'est l'amnésie, c'est la cécité. Les gens ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas, le peuple devrait comprendre ça. Et dire voilà, ces gens-là ils sont en train de nous dire ça, mais franchement, sans eux, demain, sans Adjagnat, sans Ramboulam, sans Duval, sans comment ça s'appelle, Béranger, est-ce que le soleil de Ficanflac s'arrêtera de briller? Non, pas du tout. Donc on est quoi, à la fin de l'extinction des dinosaures, si on parle Père Jarnat, on parle Béranger, qui sont un peu plus âgés, je joue sur l'âge, mais il nous reste toujours Ramboulam, il va nous rester les Duval père, fils et petit-fils, donc l'équation n'est pas encore rempli, c'est-à-dire que peut-être Johanna va prendre ou son frère, mais je ne vois pas pour le moment Johanna entrer parce qu'elle avait un boulevard devant elle lors de l'élection du comité central, mais je pense que peut-être en communication, peut-être en tactique, elle a voulu se mettre un peu en retrait, elle s'occupe maintenant de l'aile jeune. Elle fait son petit bout de chemin tranquille. C'est une fille très talentueuse, je pense. Donc, et qui tient son papa, bien sûr. Donc, et même si elle n'a plus ce boulevard, peu importe, donc son papa va le créer ce boulevard pour lui après, pour elle. Donc ça. Donc vous pensez que Johanna, à la tête du MMM, est-ce que vous voyez un MMM sans un Béranger ici là actuellement? Non, c'est impossible. Le MMM, si Béranger arrête demain et que ses filles ou sa fille ou ses fils, un fils je crois ses filles ou son fils Emmanuel ne cherche pas à reprendre le flambeau,
bah, le MM s'éteindra tout seul, donc ça arrêtera peut-être. Sauf s'il y a quelqu'un de vraiment talentueux, comme Steven Obigadou qui revient, donc qui est parti maintenant. Ça, il faut que ne soit plus là. Donc, Est-ce que vous pensez que les militants vont accepter que Steven Obigadou retourne et dirige le parti? Oui, à condition qu'il ait un discours qui tienne la route. Tout est question de discours, de communication. Moi, si je reste dans mon coin, je me dis, voilà, moi je suis fils d'eux, alors j'arrête par là, hein, c'est bon. Je suis collé à l'image de mon père, peu importe, moi je ne jugerai pas mon père. Mais si Steven acceptera, pourquoi que sa plateforme militante qu'il a créée avec Françoise Rabel, oui. Padib Dia, pour le moment, il y a d'autres personnes du numéro 6, du numéro 7 qui sont venues. Pourquoi que ça ne transcende pas? Ils sont en train wait and see, ou ils sont en train de construire quelque chose? Parce qu'ils n'y croient pas. Ce sont des gens qui n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Ils font quelque chose comme ça, mais en fait, ils n'y croient pas. Ils n'ont pas de conviction. Ça se voit dans leurs yeux. Ça se voit. Ils n'y croient pas. Ils savent très bien qu'il y a un Béranger énorme, immense à côté là, mastodonte, immense, historique, etc. Peu importe, mais malgré ses défauts, il est là. Et personne n'ose l'attaquer. Personne. Hein? Moi, je pourrais l'attaquer, Béranger, moi. J'ai les capacités pour ça. Très modestement, je le dis. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas de reprendre le MMM. Non, ni le PMSD d'ailleurs. Hein. Ouais. On a parlé des gros partis, on a parlé du mainstream, comme on appelle à Maurice. Il y a aussi les petits partis émergents. Je les appelle les petits, mais pour des raisons, disons, ils vont me dire non, il n'y a plus de partis. Les partis émergents, ils ne vont pas être contents. Donc, il y a Résistance Alternative aussi, oui, qui font du travail. Oui, bien sûr. Mais eux, pourquoi, selon vous, ils n'ont pas ils sont là depuis presque 15 ans maintenant sur le terrain? Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas encore un leader qui inspire cette confiance, qui ait cette conviction. Mais conviction, hein. Non, parce qu'ils sont toujours là pour faire le lit de quelqu'un, pour préparer l'arrivée d'un autre, etc., etc. C'est toujours là pour ça. Oui? Donc ils ne sont pas là pour dire, voilà, nous, comme Béranger en 69, on va revenir à lui. Lui, il était venu pour prendre la place de Gaëtan Duval. Et on sait comment ça s'est terminé. Donc, mais lui, c'est un mec, je vais utiliser ce mot, c'est un mec. Il a fait. Il a fait trembler Duval, il a fait trembler Ramgoulam. Et il a risqué sa vie pour ça aussi. Est-ce que quand on est parti, on dit, bon, il n'y a pas de leader, nous ne voulons pas le modèle travailliste, MSM, on ne veut pas de leader, potentat, oui. Toutes sortes de noms on a eu, dictateur, dictateur, tout ça. Mais est-ce que ça marche? Quand tu me donnes, Eric, le cas de Résistance Alternative, il n'y a pas vraiment un leader. On sait un peu qui est le leader, c'est Achok Soubon, c'est le meneur bon. Mais il n'a pas cette aura de leader-là. Non. Soubon, c'est quelqu'un de très valeureux, hein, donc, sur le plan syndical, donc, la lutte des travailleurs, etc. Très symbolique. Donc, malheureusement, je pense qu'il y a trop de, voilà, comme tu disais, un essaim de leaders. Et c'est un peu le cas de, comment ça s'appelle, pas mouvement patriotique, mais mouvement patriotique justement. Hein, Alain Gagnon. Ben, on ne sait pas qui est le leader. On sait que Alain, c'est le leader. Et il joue au leader, mais en même temps, il dit non, je ne sais pas moi le leader. Mais voilà, regardez, il y a un panel de leaders. Mais non, c'est pas vrai. Les gens ont besoin d'une personne qui décide. Voilà. Avec peut-être un panel derrière. Mais ça, il me passe aussi peut-être au niveau du mouvement patriotique, c'est-à-dire que c'est Alain. Parce que, à vrai dire, tout le monde le sait que c'est Alain. Oui. Mais ils veulent un peu le truc collégial. Est-ce que un truc collégial, ça marche pas? Non, ça marche pas. En Amérique, en France, il faut un leader. Il faut un leader. Les gens ont besoin d'une tête pensante, d'une tête parlante et d'un homme qui décide, un homme, une femme, hein, peu importe. Mme Thatcher était leader, leader. Kilimson, Tony Blair. Tony Blair. Et Ramgoulam était un leader aussi. Hein. Donc maintenant, il faut savoir se retirer aussi en tant que leader, ne pas se faire retirer, comme Serge Sagar s'est fait retirer en 82. Donc Serge Sagar aurait dû partir avec tous les honneurs, c'est-à-dire avec ce qu'il a fait depuis son arrivée en 39, en 35, etc., 36, et avec le Parti travailliste. Donc il aurait dû se retirer et puis partir avec les honneurs. Et non pas
se faire retirer. Est-ce que c'est ça le problème, c'est qu'on ne veut pas partir de ce moyen politique? Parce que le père Jagnat a pris sa retraite, il était président, après Béranger a dit il faut venir sortir du pays, après ça, bon, l'alliance, c'est pas fait, on a eu l'alliance des peuples, et puis il est revenu, on l'a mis sur les affiches, Premier ministre. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est les hommes politiques, les leaders politiques ont peur de partir? Ils doivent partir dans une bière? On peut dire ça? C'est ça, c'est dommage, hein, parce que regardez ça, Andrew Jackman. C'était un leader. Craint. Il était craint, Andrew Jackman. Donc, on avait peur de lui, même Duval avait peur de lui. une fois j'ai entendu dire, indirectement, j'ai entendu dire, même Gaëtan Duval avait peur de Jackman. Et il a eu raison d'ailleurs, hein, parce que quand il a été arrêté en 89, à son arrivée de Madagascar, il a compris, hein, entre Flack et quelle distance il y a entre Flack et Cupid et Floréal. Il a compris, hein, pendant un an il l'a fait. Donc ça. Donc deuxièmement, Anirudh Jagnat, je pense que il devrait aussi penser à ce que Serge Sadar Amboulam a subi en juin 82. Et dire voilà, donc maintenant je m'arrête, c'est bon, stop. Mais il y a toujours une image où il est battu, il est sur une chaise d'école où il est battu, si c'est la première défaite, une grande défaite, l'image et là je vois ça, je vois la page du week-end, le Premier ministre battu, Ramgoolam fils qui prend le pouvoir. 95, tout à fait. Oui. Donc là, je pense qu'il aurait dû partir et laisser tout le loisir à son fils, qui est plus jeune, qui devrait aussi avoir une communication plus étoffée, s'entourer de gens, pas des tarolas, des tirés à la langue, tout ça là. Non, il faut des gens plus sérieux que ça. Donc il faut des gens plus sérieux. Il ne faut pas des gens au Parlement qui fassent honte. Moi, si j'étais Premier ministre à sa place, hein, ben je reverrai ma liste de candidats. Franchement, je reverrai. C'est le petit conseil que je donne au Premier ministre. Je reverrai ma liste de candidats, que les gens puissent s'exprimer correctement, qu'il y ait un respect. Donc, parlons de respect justement, hein, ce petit volet. Hein, je fais une petite parenthèse dessus. Quand on parle d'Anirudh Jagnat comme Bolom, je ne sais quoi, c'est sale, c'est vilain, c'est pas bien. Moi, je ne suis peut-être pas un fan de Anirudh Jagnat, plus maintenant, je l'ai été à un moment. Mais j'ai un respect pour lui. Parce que demain, j'aurai peut-être son âge si j'ai de la chance. J'ai peut-être un parent qui va avoir son âge. Donc il faut avoir un respect de la part des personnes âgées. Mais ça ne fait pas partie du personnage, parce qu'on va chercher, quand je regarde un peu les questions de mes confrères journalistes, ils vont chercher la petite sortie de route qui va faire le buzz. Bien sûr, mais bon, si on n'a plus les moyens de tenir sa langue, ben on reste chez soi, on reste à la maison, on ne sort pas, on parle doucement, on parle gentiment, mais on ne se salit pas comme ça en public. Ça, c'est malheureusement, Anirudh Jagnat a été provoqué, il est tombé dans le piège. Là, il y a quelques jours, il a signifié son intention de quitter la scène politique. Il ne sera pas candidat du jour. Oui, j'ai appris ça. C'était à Rivière-du-Remport, lors du fête de fin d'année. Vous y croyez? Le père Jagnat qui a tellement la main sur le parti. Moi, je ne crois rien du tout, moi. Je crois rien du tout. Moi, je vois, je constate. Je crois rien, moi. Les politiciens qui parlent et qui disent, moi, je crois rien du tout. Je ne suis pas né de la dernière pluie pour croire n'importe quoi. Non, je ne crois pas. On a parlé des partis. Il y a beaucoup de jeunes partis qui a le NPF de Ivan Bibi, c'est un mot que vous connaissez. Oui. Il y a beaucoup. Mais il y a aussi les partis Facebook. Alors là, c'est en train de fleurir. Quelques jeunes de ça. Il y a aussi, ne pas oublier le comité 13 octobre. Qui est en train de monter quelque chose. On voyait un coup. C'est des partis champignons, c'est dans l'air du temps, après ils vont disparaître parce qu'il n'y a pas. C'est question de leadership, de continuité de point de vue. Tout est question de leadership, vous avez raison. Parlons de ces groupements Internet, Facebook, etc. Le plus sérieux peut-être dedans, ça a été Comité 13 octobre, qui est une émanation, je pense, de Affirmative Action. Donc derrière Affirmative Action, il y a qui? C'est José Moir. Et je pense que José Moir a eu le crédit d'amener quelque chose au niveau international, c'est-à-dire la discrimination qui existe à Maurice.
hein, contre une certaine section de la communauté. Les créoles, on va dire les choses clairement. Donc, mais je pense qu'il n'y a pas que les créoles qui sont discriminés. Il y a beaucoup, et José n'a pas été là-bas, José Moore n'a pas été à l'ONU pour dire qu'il y a une discrimination vis-à-vis des créoles, mais il a démontré, chiffre à l'appui, que les créoles étaient les plus touchés par cette discrimination. Mais toujours est-il que lorsqu'on fait un combat comme ça, on fait un combat de manière générale, c'est-à-dire que tout le monde bénéficierait de ça. Mais après, il fait des demandes qui reçoivent peu d'appui, oui, d'inscrire la communauté créole dans les 4 communautés, alors qu'on fait tout pour retirer ces communautés, reconnaître les créoles comme une communauté dans la Constitution. C'est comme si que le monde politique n'est pas d'accord. Peut-être l'action, oui, pour dire, bon, il y a des soucis envers certaines communautés de Maurice, mais au niveau politique, ils sont pas d'accord. Béranger m'a répondu, on ne va pas ouvrir une boîte de Pandore parce que chaque communauté, sous-communauté va demander, va se trouver avec une liste hyper grande. Et pourquoi aller mettre maintenant les communautés qui sont pas les pays du peuplement, c'est-à-dire la France, la Chine, Madagascar et à Mozambique. Oui. Et ça, maintenant, on va mettre tout le monde, même ceux qui sont du Bihar, il faudra mettre du Bangladesh, parce qu'il y a des personnes, des Bangladeshois qui sont maintenant mauriciens. Absolument, tout à fait. Moi, je pense que c'est une grosse connerie. Je vais dire les choses clairement, c'est une grosse connerie. Moi, je suis d'accord pour combattre la discrimination, mais pas en même temps dire, voilà, on va mettre les créoles, maintenant, nommément, mettre les créoles dans... c'est n'importe quoi. Et après, on va faire quoi après? Non, il faut tout abolir. On est arrivé 50 ans après l'indépendance à un stade. Ça, les politiciens ne veulent pas. Ils ne veulent pas ça. Il ne faut pas être hypocrite. Ils n'en veulent pas. Parce que ça fait leur chou gras depuis X années. Hein. Donc, maintenant, ils vont annuler ça, je ne crois pas. Ce qu'il faut peut-être, l'idéal serait d'abolir toutes les communautés, enlever toute race, communauté, religion. Ça, best loser system out. Dehors. Mais c'est difficile. Vous parlez de Xavier Dugval, il est carrément, il est non, parce que bien sûr. Il dit non. Il sera, s'il est dans le prochain gouvernement, entre guillemets, il va dire non. Son papa a dit non avec Amboulam père. Le fils a dit à l'autre fils, c'est pas dedans. Dans l'Alliance des peuples, je ne sais pas si vous avez vu le programme électoral, oui. Il n'y a pas d'abolition du best-loser. Bien sûr, c'est leur fonds de commerce. Vous avez, Jean-Claude, un fonds de commerce, vous allez brûler votre fonds de commerce et vous allez faire quoi avec votre business? Vous n'aurez pas de business du tout. On vendra sur la rue alors. On mettra sur la rue. Donc moi je dis qu'à un moment, il faudra brûler ce fonds de commerce. Brûler le fonds de commerce. Maintenant, je suis pas en train d'appeler à la violence ou quoi que ce soit, hein, de manière symbolique, brûler ce fonds de commerce qui nous pourrit la vie. Donc maintenant, nous sommes tous des Mauriciens. Il faut le faire, l'intégrer. Les politiciens d'aujourd'hui et de 50 ans, et les fils d'eux, etc., ils ne veulent pas de ça. Ils veulent rester dans un cadre, dans un paramètre, dans des paramètres qui correspondent à leur fonds de commerce. C'est-à-dire perpétuer la division de la nation mauricienne, perpétuer l'antagonisme, les antagonismes intercommunautaires, etc. C'est normal pour eux. Mais à un moment, il va y avoir le petit caillou qui va arriver, et ça va être malheureusement pour eux le désastre. Est-ce que, rêvons, on retient la composante juste pour les élections? On peut dire que ceux qui regardent en France disent que ce truc-là, c'est juste pour les élections qui détermine 4 à 8 députés qui vont rentrer dans le Parlement pour balancer sur les communautés et rebalancer la Chambre en cas. Mais si on retient ça, est-ce qu'un leader, n'importe quel leader, je ne vais pas le nommer, ce sera facile de prendre qu'une seule communauté pour lui dire bon maintenant je prends une section là de Maurice, je fais un parti politique, il n'y aura qu'une certaine communauté, une catégorie dans une communauté et aller dans cette élection. Tout à fait, c'est bien vu. Le Premier ministre, comment il va composer ça? Parce qu'il faut faire plaisir à un Marathi, il faut avoir un Tamoul, il faut avoir un Sulti, il faut avoir un Chinois, il faut avoir
un bourgeois, un petit bourgeois créole, un grand bourgeois créole. C'est difficile pour un ministre quand il va composer son cabinet et même donner les fameux nominés politiques dans les cours paritatiques. Il faut qu'on ait un président qui soit d'une certaine communauté. C'est difficile dans la conjoncture mauricienne. C'est pas la conjoncture française. Bon, on prend des personnes calées qui ont de l'expérience, de la compétence, mais ça on va rester dans notre domaine. Ton État Maurice, c'est sine qua non. Le Premier ministre ne va pas faire qu'un parti un gouvernement fait d'hindous ou de musulmans. Il doit mettre toutes les composantes que c'est le lobby qui y a derrière. Se sentent à l'aise. Chacun gagne ce petit bout qu'on appelle dans le Oui, tout à fait. Je pense que malheureusement, on est dans une situation où il y a un mari, qui est le peuple, qui est en train d'avoir plusieurs maîtresses dehors. Alors qu'il a une belle femme à la maison, une gentille femme qui s'occupe bien de sa maison, qui est le peuple. Donc il faut trouver à travers cette femme qui est à la maison, etc. Donc toutes les qualités, et non pas aller chercher ailleurs, constamment chercher ailleurs. Ce qu'on est en train de faire, c'est pour faire un parallèle. Et pour dire que ici aujourd'hui, on est en train de trouver un marathi, un bon marathi, une belle maîtresse marathi, une belle maîtresse créole de Rosier Beaubassin, bon chez le bon genre. On est en train de créer un créole des faubourgs, bon chez le bon genre. Tu vois, donc il faut trouver aussi un musulman, une belle maîtresse musulmane, bon chez le bon genre, etc. Mais c'est faux tout ça. C'est faux, c'est mensonger, c'est même sale. 50 ans après l'indépendance, il faudrait que le peuple mauricien puisse se trouver, non pas une belle demoiselle comme le père Masdé, mais une belle femme. Une femme honnête, une épouse, une femme qui s'occupe bien de ses enfants. Et c'est ça qu'il nous faut. Il faut que les gens réfléchissent maintenant. On a fait des belles bêtises, on a fait de grosses conneries. Maintenant, il faut réfléchir. Ce qui était avant, c'était avant, comme dirait Alain Delon. Mais maintenant, à partir de là, on va commencer à quelque chose de bien, constructif. Et moi, je suis Maurice. Il y a eu le tournant 69. On peut dire que 2019, presque 50 ans après, c'est le grand virage. Oui. Le grand virage, quel virage? Je sais pas, on a tourné en 69. Oui. Il y a eu le MMM qui est rentré, qui a secoué un peu la barque, parce qu'il y avait la fameuse Alliance pour les travaillistes, c'était PMSD. L'électorat PMSD, c'est Saint-Ly, qui est venu qui est un peu l'électorat du MMM. Oui. D'accord, mais est-ce que maintenant, en 2019, il y a encore ce chiffre-là, on fait un autre tournant là? Oui, probablement. Moi, je pense que ce sera une date fatidique, et pour le MMM, et pour les autres partis. Il faudrait que 2019 corresponde à une réelle rupture. Une rupture sur le plan institutionnel, on a parlé, le baisse de jeu, etc. Et une rupture sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il y a des décisions, qui correspondent à une situation réelle, quoi. Donc il faut que nous ayons la force, nous, peuple mauricien. Et ça, c'est ça. Moi, je pense que tout est dans les mains du peuple mauricien. Et ça, c'est important. Parce que les gens, les Mauriciens, les politiciens, il ne faut pas compter sur eux. Les politiciens vont se cantonner à ce qu'ils ont eu jusqu'à maintenant. Si on fait leur... C'est pourquoi que la réforme électorale a buté? Mais la réforme électorale, c'était un mort-né. Là, vous reprenez les propos de Béranger. Bah oui, bien sûr. Quand les propos de Béranger sont bien, sont corrects, je les reprends sans copyright. Sans copyright. Ah oui, bien sûr. C'était vraiment très bien vu de sa part. Pravin Jagannath savait très bien que cette réforme n'allait pas passer. Mais pourquoi là, je suis sur l'élément MMM? Parce qu'on voyait au Parlement beau discours. Il est vrai que Béranger a fait un beau discours, je ne sais pas si vous l'avez vu. Un beau discours, il a parlé d'histoire, on est monté. Depuis 1937. Non, je ne sais pas si vous avez. J'ai regardé. Quand j'ai vu l'appel du pied de Ivan Colandavelou, l'appel du pied de Nando Boda pour dire bon, venez. Oui. Oh, le projet était excellent, mais il y a une espèce de phrase que ce sont les leaders qui doivent choisir d'après certaines listes. Là, c'était un recul. C'était un recul extraordinaire. C'était ça le blocage. Ouais, tout le monde était pour la proportionnelle.
juste ce petit bout-là, tout le monde était pour qu'il y ait 33% de femmes sur le territoire. Tout le monde était pour. Tout le monde est pour que Rodrigue ait 3 députés au lieu de 2 comme ça. Mais une seule petite phrase, le Premier ministre a aussi un minimum dit bon, moi je recule. Et il a eu raison. Je pense que il a eu raison parce que d'une part, enfin, je parle du Premier ministre. Oui, bien sûr. Il a eu raison de faire passer ça. Si j'étais à sa place, j'aurais peut-être fait la même chose. Parce qu'il est dans un cadre où il est peut-être obligé de faire ça. Mais on sait très bien que ça n'aurait pas abouti d'une façon ou d'une autre. Béranger savait très bien qu'il n'allait pas. Donc il a fait un petit peu son charme, comme il a l'habitude de faire. Donc il a fait passer, il a fait croire peut-être, etc. C'est tout un, comment dire, tug of war et toute une comédie. Il faut bien, comédie. Pourquoi vous dites que la politique c'est une comédie selon vous? Bah oui, bien sûr. Quand les gens vous disent ils vont pas faire d'alliance, c'est pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent ça, mais 6-7 mois avant? Pour dire que nous, voilà, on est précieux, on est fort. Si jamais vous alliez pas à nous, bah, voilà. Et en même temps, on peut négocier. C'est le seul parti qui a ce souci-là. Je ne vois pas le parti travailliste, le parti travailliste, je pense que Ramboula m'a dit qu'il passait. Mais on entend parler de tenir d'étiquette à droite parce qu'il y a une composante qui n'est pas là. Oui. Le MSM, on n'entend pas parler d'alliance. Il y a juste le MMM où Père Béranger est en train encore qu'il m'excuse, en train de ramer et faire croire qu'il va aller tout seul. Oui. Moi, si j'étais le conseiller de Paul Béranger, si j'étais son conseiller, donc je ne le suis pas, probablement je ne le serai jamais. Mais toujours est-il que si j'étais son conseiller, je ferais comme Darren Beltal sur Facebook. Donc, qui est son ami, qui a été avec lui dans les années 70, 60, 70, 69, 70, et qui écrit tous les jours, qui lui écrit tous les jours, qui lui dit, voilà, va tout seul, remets-toi ton blouson de 69 sur toi, redescends sur le terrain, arrête de mendier des ceci, cela, d'une alliance, quoi que ce soit, arrête de mendier. Donc il faudrait que Béranger, je pense, reprenne du jour au lendemain, reprenne cette casquette de leader historique. Et ça s'applique à d'autres politiciens, Maurice, à d'autres leaders, on va dire président du parti Non, pas autant que Béranger. Non. Pas autant que Béranger. Ramboula. Oui, allez-y. Ramboula. C'est un fils à papa qui a débarqué comme ça, là, etc. Donc on sait bien dans quelles conditions. Il était à Londres, le London Boy qu'on connaît. Donc Jagnat, fils Jagnat, il a ses qualités, donc il a ses qualités, il a su reprendre dans des conditions un peu controversées. Certains lui disent papa pitié, etc. Et il est arrivé Premier ministre sans élection. Et peut-être oui, peut-être non. Donc tout dépend de l'interprétation qu'on a de la Constitution. Mais je pense que, mis à part ces gens-là, Béranger est le seul aujourd'hui là, est le seul à être capable de descendre, de dire je vais mettre 60 candidats. 60 candidats dans Maurice-Antibes. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Et je suis capable mais il ne va pas le faire. Il a été trop habitué, vous voyez, à... Last minute. Ben voilà, last minute, et puis à s'associer, à être le second couteau. Est-ce que, comme beaucoup fantasment, est-ce que le MMM s'associant avec le MSM, avec tout ce qui s'est passé pendant 5 ans, oui, c'est pas une cause vers une énième défaite? Ben oui, ça va être encore une énième défaite. Je ne sais pas combien de défaites le MMM a fait jusqu'ici, à collectionner. Donc c'est pourquoi? Parce qu'il a voulu. Simplement, Béranger n'a plus le courage de faire le pas. Il n'a plus le courage de faire le pas, de dire voilà, je suis un leader historique, je suis un leader que tout le monde connaît, j'ai un parti, donc je peux me permettre de proposer, etc. Non, il ne veut pas le faire. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres jeunes qui arrivent. Et si demain, un José Mois, par exemple, on parlait de lui tout à l'heure, Affirmative Action, avec ce qu'il a fait sur le plan international, vient avec force. Parce que les gens ont besoin d'une personne qui a des épaules, qui a du courage, qui prenne des décisions, et qui vient avec des propositions concrètes pour un renouveau de la politique mauricienne. Il sera probablement suivi. Comment on parle un peu du comité 13 octobre, comment on va un peu la formule que ce sont les électeurs qui doivent choisir leur candidat? Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant. Quel est un peu
cette formule Oui. de choisir deux candidats. C'est ça. Il paraît que comme comité 13 octobre, où il y a Tanyan, je crois, dedans, encore. Il y a Jack Bislal peut-être aussi. Il y a des gens comme Dave Senassi. Donc j'ai vu un peu, c'est une belle organisation. Hein, donc, mais je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas. Donc, Est-ce qu'ils sont prêts? Ils ont les. Ils ont les moyens. Sa politique, c'est de l'argent, il y a du temps aussi. non, je pense qu'il y a des gens qui Et s'ils peuvent subir des pressions. C'est ça le plus important dans la politique. C'est tout le monde subit du jour au lendemain, vous êtes out of business, on fait tout pour casser vos reins. Oui, bien sûr. Donc moi je pense que les gens qui sont investis dedans, qui se sont investis, ce sont des gens qui sont, je pense, suffisamment indépendants et forts pour pouvoir se permettre une telle action, une telle initiative. Non, je pense que c'est possible. Tout à fait. Vous avez un café, monsieur? Oui. Tout à fait, mais c'est vos parents qui interviennent. C'est la beauté du geste. Ça fait partie du Les geste. aléas du direct. Voilà, c'est pas une caméra qui tombe ou ça fait partie. Mais est-ce qu'à Maurice, vous vivez en France? Bon, il y a la droite, il y a la gauche, qui est un peu... Mais on n'a pas cette tactique d'alliance, de coalition post-électorale. Est-ce que Maurice est obligé d'avoir ce genre de... Moi je dirais malveillance politique, c'est pas le mot malveillance, c'est mal choisi, mais cette pratique politique, Oui, c'est une malveillance. Qu'à la fin on est obligé de se marier peut-être avec son ami. Le PMSD l'a fait en 68 au nom de l'unité nationale, alors qu'ils étaient contre l'indépendance. Tout à fait. Mais ça a été fait après les élections. Oui. Donc en 76, on l'a vu aussi. Donc Oui. le MMM Qui remporte a les raté élections. le coche grâce à cause plutôt de l'alliance Ramgoulin et Duval. Mais simplement, et il faut qu'on revienne Aux fondamentaux. aux fondamentaux. Il faut qu'on revienne. Et le mot malveillance que vous avez dit tout à l'heure, c'est un mot bien choisi. Hein. Merci. C'est un mot bien choisi parce que c'est une malveillance. On ne peut pas se permettre d'empêter. Je prendrai un mot bien gentil. Ou bien leurs leaders ne sont pas prêts à reconnaître qu'ils ont 4% de l'électorat dans une élection, 10%, Il y a ça 30%. aussi. Il y a même ça d'abord. C'est ça d'abord. C'est comme si je sais que j'ai 30, il me faut avoir quoi, Voilà. presque 20% pour Comme ça, je dois le poisson. oui, comme ça, je dis, bon, ben, tout le monde ne pourra pas situer la force du Parti travailliste, du MMN, du MSM, du PMSD, MSD, bien entendu. bientôt ou des résistances alternatives. Oui. Tout ça, ils ne vont pas pouvoir se voir si on parle d'alliance. Parce qu'on est dans un train, on ne sait pas qui vote pour qui. Tout à fait. Donc on pourra dire ce qu'on voudra sur Gaëtan Duval, mais c'est le seul, je crois, dans ce suisse politique qui a su en 67, août 67, d'ailleurs, je crois que le 7 août 67, ou je ne sais plus quelle date c'était la Saint-Gaëtan. Et là, il a remporté 44% de la population, et le suffrage. Donc c'est pratiquement le seul qui a fait ça. Donc maintenant, si son fils se dit digne d'être le fils d'eux, ben, qu'il fasse pareil. Qu'il aille, qu'il arrête de se dire que bon, il est une jolie fille, le PMSD c'est une belle demoiselle, c'est juste une belle fiancée, mais c'est ridicule, c'est s'abaisser. Même lorsqu'on a une belle fille, on ne s'allonge pas comme ça, excusez-moi l'expression. Non. J'aimerais reprendre ce petit boulet, ça me fait rire, mais quand on est une belle fiancée, que le chef du gouvernement cotise son ancien partenaire de 2000-2005, pour lui dire, viens avec moi, fais voter la réforme. Tout à fait. Est-ce que la fiancée n'est pas mal fagotée? Ben, très mal fagoté. Ça fait vilain même. Ça fait vilain. C'est pas ça un mariage, c'est pas ça une belle fiancée. Une belle fiancée doit avoir un peu de dignité. Donc si on est une belle fiancée, on attend son tour, mais avec dignité. On reste dans son coin, on se fait courtiser. Mais on ne va pas courtiser, non quand même. Faut arrêter. Mais une belle fiancée doit savoir éliminer les concurrentes, les pulsions de son fiancé accent aigu, eux. Oui. Parce qu'elle ne sera pas toujours là. Tout à fait, tout à fait.
Mais je pense qu'il faut tourner la page avec ça. Le PMSD, il faut arrêter. Il faut arrêter de jouer à ces petits jeux malsains. Et il faut arrêter. Donc il faut arrêter de prendre l'électorat, PMSD ou de manière générale, pour les imbéciles. Non, c'est pas ça. Donc, et le peuple aussi, hein, donc l'électorat doit se comporter de manière digne. C'est-à-dire, voilà, donc tu as fait ça, tu as eu un coffre-fort dans ta maison avec 220 millions, alors que ton QG, ton quartier général, croulait. Même il paraît qu'en 76, Raymond, comment il s'appelle, Raymond, je sais plus, je ne me rappelle plus du nom, donc ça me revient un peu plus tôt, je vais le dire plus tard, a failli se casser une jambe dans le quartier général pourri du quartier général du Parti travailliste. Il faut arrêter. Donc il ne faut pas arrêter de courir après l'argent Non, c'est pas possible. Non, il faut... C'est peut-être que le champ n'était pas passé à côté. On a vu le Sun. Je ne vais pas regarder la fin. Le Suntrust. C'est le bâtiment qu'on dit, le bâtiment de la honte, sorti des terres avec. Tout à fait. Oui. Mais j'aurais préféré peut-être voir un bâtiment historique, même en bois, comme à l'époque, rénové, etc. Que cet amas de pierre, de bois pourri qui a failli tuer des gens. Donc non. C'est sur des partis politiques on peut démontrer qu'ils reçoivent de l'argent. Juste ce intéressement, on connaît combien il y a eu des ruptures de contrat qui a fait qu'ils ont eu des compensations au niveau légal, donc il y a légalisé des choses. Mais quand on regarde un peu le MMM, il n'y a pas de bâtiment du MMM. Le Parti travailliste, c'est distant, mais il n'y a pas de choses de visible. Même le PMSD, son quartier général, c'est à Stockholm, dans un bâtiment du gouvernement. Oui. Donc il n'y a pas une maison du PMSD, il n'y a pas un grand parti, je ne sais pas. Peut-être en France, le Parti socialiste a un hôtel particulier. En marche, le mouvement de Sarkozy, oui. Tout ça. Ils ont des structures, vous savez, où le parti, mais là vous dites, où est le quartier général du mouvement patriotique? Je peux vous dire, c'est à Saint-Jean. Mais où est le quartier général du MMM? Ça devrait être la Poudrière, mais on ne fait rien là-bas. On fait rien là-bas. Ce sont des bureaux qui sont occupés par les cadres du parti. Oui, donc je pense qu'il faudra reformater tout ça. C'est-à-dire un cadre légal avec un financement des partis politiques officiels, une loi sur le financement. Je ne sais pas si la loi a été passée, ça ne passera jamais. Il y a eu des propositions. Pourquoi vous dites que ça ne passera jamais? Parce Mais l'électorat n'est pas d'accord, une frange de la population. Pourquoi on donne mon argent, que je travaille, que je donne l'État en forme de taxes directes ou indirectes, aller payer des partis politiques pour qu'ils me salissent ma localité avec leur banderole, me fatiguent le soir avec leur parti politique et avec leur congrès. Pourquoi je dois payer pour un parti politique? Pourquoi je dois financer l'activité des partis politiques? Oui, ben, soit on a un financement officiel, propre, légal, et on comprenne d'où vient l'argent, où va l'argent. Ben, soit on a des caisses noires à droite et à gauche, on a des coffres forts partout, on a des Suntrust, on a des ceci, cela. Donc ben voilà, il faut choisir. Donc, je sais pas si vous avez vu la présentation du projet de loi, le draft paper comme on dit. Le fait que quelqu'un qui est de l'étranger, qui peut financer un parti politique sans que son nom soit dévoilé pour des sommes qui ne sont pas contrôlées, ça fait tiquer tout le monde. Parce que Eric Badu de France peut mettre ses économies, je sais dans quel parti, sans que vous soyez content, alors que moi, Saint-Mauricien que je suis, je veux aider le parti avec lequel je me sens le plus près. Mon nom peut être balancé sur un site web au nom de la transparence. Il n'y a pas d'égalité de chance dedans. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Donc, il faudra y réfléchir. J'ai pas réfléchi à tout ça. Donc, moi, je pense simplement qu'il faut un cadre légal, tout simplement. J'ai pas réfléchi à ça. Mais c'est vrai ce que vous dites. Mais il faudrait qu'on ait un cadre légal. Parce que sans cadre légal, ben, chacun fait un peu. C'est une belle pratique, hein, Maurice, quand je regarde un peu, quand vous regardez un peu les vieux livres, là. Oui. On sait que, bon, les candidats, à l'époque des conseils, on parle de 1700, 1800 après les Anglais qui ont mis les conseils, mais quand il fallait mettre 2 ou 3 personnes, c'était l'argent marchait, il fallait pousser son poulain, l'industrie sucrière, c'est pourquoi ils ont eu le nom de baron sucrier, était là pour changer le jeu, parce qu'il y avait une seule industrie, en vrai, c'était un canne à sucre. Mais bien Il n'y avait sûr. pas de call center, pas de centre financier, pas tout ça. Tout à fait. Donc les barons financiers à l'époque et les barons sucriers à l'époque, ils étaient tellement puissants. Et pour reprendre ce que m'a raconté dernièrement Jacques de Maroussan, mon ami, Jacques de Maroussan, et il m'a dit justement, je sais que Fernand Leclésio, mon oncle, à chaque fois que le gouverneur général, le gouverneur anglais passait devant sa porte, ben, venait le saluer, pour te dire à quelle puissance cet homme avait. Donc René Fernand Leclésio était un baron de la canne qu'on connaît, donc du XXe siècle. Et donc ce sont des gens qui après sont partis dans d'autres secteurs d'activité, on le connaît, mais qui sont tout aussi puissants. Selon vous, vous serez très loin à l'élection de 2019 ou 2020. Oui. Quels sont les enjeux pour les Mauriciens? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme enjeu là? Je ne veux pas de promesses électorales, de ce qui se dit, mais quel est l'enjeu pour Maurice quand vous êtes à Paris? Oui. Oui. On a beaucoup parlé de moralisation. Donc ça, on a tellement parlé que bon, finalement, c'est un mot vide de sens quand on parle de moralisation ici, etc., etc. Donc je pense que l'enjeu, tout simplement, sera le retour. Enfin, le retour, je ne sais pas s'il y a eu déjà un précédent, mais axer la politique sur non pas la moralisation de ceci, cela, mais axer la politique sur le peuple, les Mauriciens, la citoyenneté mauricienne, le citoyen. Arrêtons avec ces histoires de communauté, de race, de religion. Aussi longtemps qu'on sera dedans, dans ce cadre, on sera toujours empêtré dans des problèmes énormes, tels que la corruption, les divisions, les passe-droits, le communalisme. Et c'est puant tout ça, c'est infect. Moi ça me dégoûte quand je regarde tout ça, mais Maurice c'est un beau pays, c'est un très très beau pays. On pourrait, si on pouvait faire comme, je ne sais pas ailleurs, hein, je ne donnerai pas de nom, mais si on pouvait faire ça, mais Maurice serait un paradis et Mark Twain ne se démentirait pas. Ouais. Donc c'est ça qu'il faudrait faire. Je pense que ça c'est l'enjeu. C'est axer la politique sur la citoyenneté, le citoyen mauricien, le mauricianisme. Pas les mots qu'il y a dans le Motherland, ça ce sont des 20 mots. Très beaux mots d'ailleurs de Jean-Georges Prosper, mon ami Jean-Georges Prosper, pour lequel j'ai beaucoup de respect, que j'ai rencontré souvent à Paris, mais que ça devienne une réalité. Ce n'est pas une réalité aujourd'hui, pour les raisons que je viens de vous citer. Donc, sur une bannière ou sur un programme électoral, oui. Le Mauricien avant tout, au lieu de... Oui. Est-ce que, selon vous, ce serait ça votre conseil en termes de communication pour ceux qui vont faire du brainstorming pour trouver les mots qui accrochent? Bien entendu, que les gens arrêtent d'aller dans les temples, dans les églises ou dans les je ne sais quoi, juste pour aller collecter quelques votes, pour aller attirer l'attention de telle ou telle communauté, mais il faut arrêter que les politiciens arrêtent d'aller prononcer des discours mais inutiles, vides de sens, mais à la limite indécents dans les fêtes religieuses. Il faut arrêter que les politiciens aillent se déguiser dans les fêtes religieuses. Ils sont ridicules d'ailleurs quand je vois certains avec leur pagne, etc. Tout le respect que j'ai pour ces habits culturels, etc. Mais il ne faut pas faire ça. Il faut arrêter. Dernière question avec Balou. Oui. 2015-2019, Maurice a changé quand vous avez pris votre petite voiture, vous avez fait le tour, oui. Les routes. Maurice a changé? Maurice a évolué, donc il y a quelques bémols. On voit toujours qu'il y a le problème de la drogue, maintenant la chimique. Synthétique. Synthétique plutôt, oui. Et il y a toujours le problème
on a déjà débattu là-dessus, hein, le communalisme, etc. Mais sinon, il y a de très belles choses à côté. J'étais dans des hôtels, on m'a invité dans certains hôtels, c'est joli, il y a beaucoup de belles choses, hein, des 5, 6 étoiles, donc les gens continuent à venir visiter l'île Maurice. Le peuple mauricien, malgré ce qu'on dit, oui, il n'a pas accès ci, il n'a pas accès là, mais les gens sont très gentils. Là où je suis passé, j'étais reçu avec gaieté, joie et gentillesse. Donc non, les Mauriciens sont très gentils. Le pays est toujours si beau, il y a de très belles routes. Alors qu'à côté, je n'aurais pas de pays, il y a des pays où ils n'ont même pas de route, je ne peux pas voyager. Donc il y a des améliorations à faire. Hein. Il y a des améliorations. Aquaplaning, c'est une réalité. Donc il y a des améliorations aussi au niveau de la sécurité routière. J'ai vu des policiers partout, c'est très bien, excellent. Excellent. Moi, je n'ose plus boire une petite goutte de bière comme ça et conduire. Non. Donc je vois qu'il y a une prise de conscience. Il y a beaucoup de prise de conscience à ce niveau-là. À ces niveaux-là. Mais il y a beaucoup de projets. Vous avez vu des bâtiments qui se montent. Sûrement vous êtes passé par Eben, vous avez passé peut-être dans la ville où on s'est rencontrés, Beaubassin-Rosé, qui connaît un changement drastique. Avec le métro, vous avez Beaubassin, il y a un nouveau pont. Pour lui, vous avez des constructions. Tout à fait. Au niveau de la construction, comment vous voyez? C'est tout béton maintenant, vous avez l'impression que, bon, je suis pas à mourir, je suis retourné un petit peu à Paris. Non, pas du tout. Je pense seulement qu'il faudrait, en même temps que ce développement se fasse, il faudrait axer aussi une politique sur le patrimoine. J'ai écrit dernièrement sur l'hôtel de Ville-de-Cup, il paraît que le contrat va être alloué. Mais à qui? Et on va utiliser quel matériau? Est-ce que ça va être encore du gâchis, un coup d'épée dans l'eau? Ça, il faudrait voir ça. J'ai vu le maire Hans Marguerite qui m'a reçu à son bureau pendant 30 minutes. Il m'a expliqué un peu ce qu'il est en train de faire. Et je pense que c'est un homme bien qui va faire des choses. Est-ce qu'il prend en compte l'expérience du Plaza qui est un peu plus proche du Plaza? Ben justement, Plaza, dernièrement, j'étais dans la cour du Plaza, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a derrière le Plaza? Je me suis posé la question, j'ai vu une barrière, j'ai traversé, j'ai enjambé la barrière. Et avec mon appareil photo, j'ai fait quelques photos, mais il y a un bâtiment extraordinaire derrière. Il paraît que c'était un théâtre, ça. Oui, un théâtre du Plaza, oui. Mais je ne savais pas, moi. J'ai demandé justement à un membre de la régionale derrière moi, de la régionale du MMM, si elle savait ce qu'il y avait derrière. Elle m'a tout gentiment, très sincèrement expliqué que non, elle ne savait pas. Mais personne ne sait parce que c'est barré. C'est pour empêcher que les gens aillent là. Et même les gens de la politique ne savent pas. Et moi, je le sais, parce que j'ai été là-bas. Je suis un fouineur, par nature. Donc j'ai fouiné, j'ai mis mon nez là-bas, il ne fallait pas. Et j'ai vu que c'était un gâchis énorme. Devant, vous avez un très beau bâtiment, soi-disant rénové, je ne sais plus quelle année. Mais il paraît que ça n'a pas été fait avec le beau bois, et que c'est mité, etc., etc. Donc beaucoup de millions qui ont été jetés comme ça par la fenêtre. Et puis à l'arrière, vous avez de la saleté, de la pourriture. Comment peut-on faire ça? Est-ce qu'il y a un maire à Beaubassin-Rosé? Je peux demander à Ken Fong, mon ami Ken Fong. D'accord, ok, merci, c'est Jean-Claude. Mais tout ça, c'est des prises de conscience. Le théâtre de Port-Louis, il faut que ça se refasse. On a l'impression que certaines personnes veulent détruire tout ça, hein, pour mettre quelque chose d'autre à la place. Je sais pas, un bâtiment plus rentable, etc. Donc, il faudrait qu'il y ait un administrateur du patrimoine. Hein. Si le Premier ministre m'écoute, je lui conseillerais, moi, un administrateur du patrimoine national. C'est-à-dire qu'il prenne en charge, qu'il fasse un inventaire de tout ça et qu'il propose une rénovation de... J'aimerais terminer l'interview, mais Éric, tu es en train d'ouvrir des boulevards. Quand on sait que la culture et la religion sont très liées. Oui, c'est briquet. C'est un briquet, c'est quelqu'un qui va faire du patrimoine, il ne va pas se trouver bloqué à subir tout. Déjà pour le musée de l'esclavage, on en parle. Il y a déjà on dit qu'il ne faut pas que ce soit le centre Mandela, il faut quelqu'un qui a dit qu'il faut un trust fund séparé. Maintenant, on voit qu'il y a été. Duval a dit, bon, la décision avait été prise, mais on a perdu du temps, ça aurait dû être fait. Quand on ne voit pas au niveau politique, on n'a pas vraiment l'envie, parce qu'il n'y a pas de gain politique dedans. Il n'y a pas de gain politique, exactement. Il y a trop d'esprit tordu dans cette histoire. Il faut nommer un administrateur du patrimoine, un administrateur national du patrimoine. C'est comme, selon vous, c'est... Avec les pouvoirs et le budget qu'il faut. Dans la Constitution, pareil comme l'ombudsperson et les ombudspersons. À ce niveau-là, c'est-à-dire tout à fait.
c'est pas ma politique pendant 5 ans et Non. notre politique donc, quelqu'un qui soit là comme le commissaire de police. Tout à fait. Bon, et le gouvernement change, il ne change pas, à moins qu'il démissionne. Ouais. Il faut qu'il y ait une continuité, vous avez raison. Il ne faut pas que ce soit politique partisane. C'est exactement ce qui se fait ici. C'est ça le problème. Donc je vois de très belles maisons créoles, je vois de très beaux bâtiments anciens qui datent de l'abandonné, etc., mais qui sont laissés à l'abandon. Et ça m'énerve, ça m'agace. Je me dis non, moi si demain on me donne un budget, je fais le tour de l'île Maurice, moi. Le tour de l'île Maurice en 1 mois, je fais l'inventaire. Après cet inventaire, je demande le budget qu'il faut, on le vote et on travaille. Ce serait un chantier national. Il y a beaucoup de choses à faire. Regardez les tours Martello sur la côte ouest. Ça, il faudrait revoir ça. Pas de ça où j'habite, il y en a un à l'entrée, il y en a une à la Pluneuse. Personnellement, je me suis renseigné à l'héritage, je ne sais quoi, à quelle commission. Ils m'ont envoyé sur les roses, ils m'ont envoyé je sais pas où, là-bas, etc. J'ai écrit à la municipalité pour lui, ils m'ont dit non, c'est pas eux. Ils m'ont envoyé, mais c'est parce qu'ils n'ont aucun intérêt à faire quoi que ce soit à ce niveau. Ça ne rapporte rien, c'est ridicule pour eux à la rigueur. Non, moi je m'occuperai non seulement de ça, je m'occuperai des temples hindous, je m'occuperai des mosquées, je m'occuperai de tout ce qui concerne le patrimoine culturel. Maurice culturel. Tout à fait. Parce qu'on sait que bon, il y a beaucoup de Mauriciens qui vont à l'extérieur, qui vont en France. C'est la Tour Eiffel. Oui. Mais il y a Notre-Dame, ils vont ailleurs, il y a l'aspect spirituel. Mais quand un étranger, il y a Notre-Dame, l'autre, cathédrale de Paris, Saint-Michel, et tout ça. Mais ici à Maurice, je ne vois pas. On a essayé, la MTPA a essayé, mais le projet n'a pas tenu. Mais la MPTA, c'est quoi? Je ne voudrais pas offenser qui que ce soit, peut-être même mon voisin, mais simplement, la MPTA, c'était quoi? C'était un nominé politique qui était mis là parce que son petit copain était au ministère du Tourisme, tout simplement. Bon, ce mec-là, il avait rien comme projet, sinon son intérêt personnel et son petit clan, c'est tout, point barre. Mais c'est pas ça, on a besoin d'hommes et de femmes qui aient une conscience citoyenne nationale, qui aient cette volonté de faire quelque chose pour le pays, d'embellir le pays. Le pays est déjà très beau, mais si on embellissait les façades, on s'occupait des vieilles maisons de Port-Louis, on s'occupait des trottoirs, on ne rebouchait pas un carrelage avec du béton, tout ça. Donc comme ce se fait au Plaza, j'en ai apporté la preuve. L'île Maurice serait encore plus beau, serait encore plus belle. Ce qu'il faut, c'est une belle épouse, un beau maquillage et une belle culture spirituelle, on peut dire. Spirituelle, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une belle tête, un beau maquillage, une belle robe et ne rien avoir dans la tête. Donc je pense que cette belle femme, qui est l'île Maurice, devrait être ce qu'elle est, c'est-à-dire une belle femme avec plein de belles choses dans la tête. Avec ce beau sourire, merci beaucoup Eric. Merci. Bon retour en France. Ouais. Première chose en France, qu'est-ce que vous allez faire là? Je continue ma comptabilité, sinon je prépare un LLB là, j'ai fait ma première année. Donc c'est pour un retour à Maurice bientôt, et j'espère, le plus tôt possible. Sinon j'ai mes enfants qui font leurs études, et à qui je fais un petit coucou. Et sinon, voilà, il y a des projets en cours ici à Maurice, ma société de communication qui est en cours, et tout ça, que des projets, que des belles choses. Je vous souhaite le meilleur pour 2019. Oui. Merci beaucoup Jean-Claude. Une belle année du cochon qui commence le jour de cet enregistrement. Ouais. Merci beaucoup Eric. Merci Jean-Claude, à bientôt.